Voilà, merci beaucoup. Alors d'abord, je tiens à noter que je suis la touche féminine de l'après-midi, hein, sachez-le. J'ai regardé le programme et d'après le programme, je suis donc la seule femme à intervenir cet après-midi. Je suis aussi censée avoir terminé mon intervention puisque 14h30, c'était terminé. Alors je vais malgré tout essayer de traiter de la thématique et d'en traiter efficacement et rapidement. Donc une thématique qui m'a été confiée, la réforme des règles d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Et lorsqu'on évoque ce sujet, à l'heure actuelle, il y a deux mots qui sont sur toutes les lèvres, barémisation obligatoire. Alors quand on les prononce comme ça peut faire peur, c'est censé rassurer. Du moins si on s'en tient à l'idée qui est à la base de cette réforme, ou en tout cas de la réforme sur ce point, une idée qui peut être résumée en une affirmation maintes et maintes fois martelée par les défenseurs de la ligne, à savoir l'idée que pour améliorer la situation de l'emploi et lutter contre le chômage de masse, il est indispensable de lever le frein à l'embauche que constitue l'aléa d'une condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors évidemment, je laisserai à chacun le soin de se faire une opinion sur la pertinence de cette affirmation. Je voudrais juste quand même souligner une des représentations qui la sous-tend, et dont certains dans la salle apprécieront, j'en doute pas, à savoir la justice prud'homale. Elle est imprévisible. Elle a un petit côté loterie permettant aux salariés de décrocher, s'il a de la chance, de temps en temps, le jackpot. Donc c'est un peu l'idée. En tout cas, peu importe qu'on la partage ou non, ce qui est certain, c'est que désormais, on a un instrument de lutte contre cet aléa, offert aux entreprises, un outil de prévisibilité sous la forme d'un barème d'indemnisation obligatoire. Alors, un barème d'indemnisation obligatoire qui rend du coup possible le calcul de ce que coûte au minimum et au maximum l'illégalité. Un outil de sécurisation peut-être plus comptable que juridique. Alors, traiter de ce sujet en peu de temps va être, j'allais dire, un challenge pour moi, mais je vais quand même essayer de vous présenter rapidement, parce que finalement le dispositif est désormais connu dans sa dimension technique, quelques traits saillants. Alors je fais des choix, hein, comme ça je gagne du temps. Et surtout, ensuite partager avec vous quelques réflexions sur les changements à l'œuvre. Ce n'est pas tant finalement la technique qui va m'intéresser que ce que la technique révèle. Alors quand même quelques mots techniques sur les traits saillants du dispositif. Et je dirais qu'il y en a deux qui m'ont paru s'imposer. D'abord, on a un champ d'application qui a été voulu le plus large possible. Ça sera mes premiers mots. Et ensuite, on a un outil qui allie un plancher et un plafond avec véritablement ici cette idée d'offrir une possibilité de calculer à l'avance ce que va coûter l'illégalité. Alors, quand on est sur le champ d'application étendu, évidemment, il est large puisque se retrouve visé tant le licenciement pour motif personnel que le licenciement pour motif économique, avec pour ce dernier d'ailleurs quelques tours de passe-passe qui conduisent à donner au barème en réalité un rayonnement beaucoup plus large que la seule question de l'indemnisation du licenciement légitime. Je m'explique. Quand il est question du licenciement pour motif économique, on sait que ce licenciement doit respecter un certain nombre de règles spéciales, une réglementation qui lui est propre. Alors on songe à la priorité de réembauchage, on songe à la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative. Donc on a des règles propres. Et ces règles propres sont évidemment assorties de sanctions propres. Or, quand on regarde la réponse qui est apportée par l'ordonnance sur ce point, on a une forte emprise du barème obligatoire, puisque si l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse reste cumulable avec ses indemnités propres, il n'empêche que c'est dans la limite des montants maximaux prévus par le dit barème. Dit autrement, le plafond d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est érigé en plafond de la condamnation globale de l'employeur au titre d'un licenciement pour motif économique, d'où le tour de passe-passe. Et finalement, il n'y a que l'hypothèse du licenciement prononcé dans des conditions brutales ou vexatoires qui devrait échapper
à ce plafonnement, puisque le nouveau dispositif ne traite pas de cette règle jurisprudentielle particulière et que la Cour de cassation a toujours considéré qu'il s'agissait de préjudices distincts. On avait le préjudice né du licenciement illégitime et celui né des conditions brutales ou vexatoires, ce qui semblerait autoriser le cumul. Alors ça vaut également pour le licenciement pour motif personnel. Donc licenciement pour motif économique, licenciement pour motif personnel, on vise donc les deux catégories. Il y a bien quelques limites. Alors, quelques limites, une brèche dans le mécanisme du plafonnement qui concerne l'hypothèse du licenciement nul. Donc, effectivement, il est prévu que le barème n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est nul. Si le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, ou si sa réintégration est impossible, dans ce cas-là, il a le droit, comme avant, à une indemnité au moins égale au salaire des 6 derniers mois. Alors, dans cette hypothèse, on évince le plafond aux effets rassurants pour l'employeur et il ne reste plus que le plancher aux effets rassurants pour le salarié. Alors, on peut se demander quelle est la taille de la brèche. Or, sur ce point, on peut noter que la liste des cas dressée par le pouvoir légiférant est complète, puisque sont indiqués l'ensemble des cas de nullité prévus par un texte spécifique, mais aussi consacrant une jurisprudence de la Cour de cassation, la violation d'une liberté fondamentale, qui est reconnue donc comme un cas de nullité par la jurisprudence jusque-là. Alors voilà qui pourrait inciter les conseillers et défenseurs des salariés à explorer peut-être plus souvent encore la piste de l'atteinte à une liberté fondamentale qui n'a sans doute pas encore livré tout son potentiel. Alors il y a une autre brèche, peut-être plus mineure, mais je la signale, c'est que la réforme laisse subsister le régime de sanctions spécifique au licenciement du salarié inapte lorsque l'inaptitude a une origine professionnelle, même si au passage on a réduit le plancher de moitié, mais là on est aussi dans un système à part. Aujourd'hui comme hier, ça veut dire qu'il conviendra encore en pratique de distinguer selon l'origine de l'inaptitude pour déterminer l'indemnisation due. Donc il y a quelques brèches dans le mécanisme de plafonnement. Je pense qu'il était difficile de faire moins, sauf à dynamiter tout le système de sanctions finalement des manquements de l'employeur, revenir sur des distinctions aussi fondamentales que le licenciement illégitime et le licenciement nul. Et j'en arrive maintenant à le deuxième trait saillant de la réforme pour moi, à savoir l'instauration de plafonds obligatoires aux côtés de planchers abaissés, avec évidemment en ligne de mire l'intérêt comptable des entreprises. Alors un outil peut-être plus comptable que juridique, je me posais la question. Là encore, la mécanique est connue, je vais aller vite, un plancher, un plafond d'indemnisation. La particularité par rapport à une première copie qui avait été livrée par le législateur en 2015 et qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, c'est que ici, la variation se fait selon des critères différents. On a un plafond qui varie selon l'ancienneté du salarié et un plancher qui varie, lui, selon l'ancienneté et la taille de l'entreprise. On a prévu 2 barèmes pour cette question des planchers. Alors, des critères différents, ça, c'est le résultat de la censure de la première copie du législateur, puisque cette décision du Conseil constitutionnel avait considéré qu'on ne pouvait pas faire varier le plafond selon ces 2 critères, ancienneté du salarié et taille de l'entreprise. C'était contraire au principe d'égalité. Alors, ce qui est intéressant dans cette décision du Conseil constitutionnel, c'est surtout le pourquoi. C'est-à-dire qu'on a ici considéré que pour fixer les plafonds, les critères, pour faire varier les plafonds, les critères devaient présenter un lien avec le préjudice subi par le salarié. Donc l'ancienneté, c'est bon, ça marche, ça a bien un lien avec l'ancienneté, le préjudice subi par le salarié. En revanche, pour la taille de l'entreprise, ça ne marchait pas. La taille de l'entreprise se rattache plutôt à l'idée de capacité contributive de l'auteur du dommage. On voit bien que derrière les plafonds, c'est quand même cette logique de réparation qui est forte. En revanche, pour le plancher, la position du Conseil constitutionnel est différente. L'argumentation n'a pas prospéré de la même manière parce que pour le Conseil constitutionnel, là encore, derrière un plancher, c'est plutôt une idée de sanction, de peine. Autant le plafond, c'est une logique de réparation,
autant lorsqu'on est sur un plancher, on est sur une logique de peine, de punition. Et donc à partir de là, ça peut dépendre de la taille de l'entreprise, puisque c'est la capacité contributive du destinataire. Plancher, logique de peine, plafond, logique de réparation. Et là, évidemment, ça va, tout à l'heure, je vous parlerai des changements à l'œuvre, ça va forcément bouger. Le système de 73 est pensé avec ces deux logiques. Le système actuel, forcément, amène à reconsidérer, évidemment, tout l'équilibre sous cet angle. Donc, j'en reparlerai un peu plus tard. En attendant, si on regarde la copie, et plus particulièrement les montants, pour moi, deux remarques par rapport aux résultats. La première, c'est que les plafonds qui ne peuvent pas varier selon la taille de l'entreprise, cette injonction a fait que les niveaux ont été tirés vers le bas. Si on compare, là encore, la version 2015 censurée et la version 2017, on voit bien ici qu'il y a plutôt un effet vers le bas. D'une variation de 3 mois à 27 mois, on est passé d'une variation de 1 à 20 mois. Alors, ce n'est pas étonnant, puisque dans le discours qui a accompagné, le discours de l'exécutif qui a accompagné la réforme, on nous a dit que l'objectif de la barémisation, c'était surtout d'aider les très petites entreprises dont la surface financière ne pouvait pas être comparée avec celle des moyennes et grandes entreprises. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième, toujours par rapport au montant, c'est que la barémisation conduit globalement à une réduction de la réparation qui sera allouée aux salariés, sauf peut-être pour les salariés ayant une très grande ancienneté. Là encore, la démonstration peut être rapidement faite. On prend un salarié qui a 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus. Jusqu'à présent, il était assuré d'avoir une indemnisation minimale de 6 mois de salaire. Désormais, elle sera comprise entre 3 mois et 3 mois et demi. Et donc, c'est qu'à partir de 5 ans d'ancienneté qu'on retrouve le quantum de 6 mois posé comme un plafond et non plus comme un plancher. Difficile dans ces conditions de considérer que l'objectif du plafonnement était seulement d'assurer une meilleure prévisibilité des conséquences financières de la faute de l'employeur. On peut penser que l'objectif était aussi d'épargner les finances des entreprises. Et du coup, là encore, j'en reviens avec cette évolution qui conduit finalement à amoindrir la sanction de la violation de la loi et son effet dissuasif pour les employeurs, et à prendre de sérieuses distances avec le principe de la réparation intégrale du préjudice subi. Et j'en arrive donc, toujours au pas de course, à vous livrer quelques réflexions sur les changements à l'œuvre. Alors les changements à l'œuvre, le premier évidemment, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est donc un système de sanctions profondément modifié avec l'abandon de la réparation intégrale et avec des minimums qui sont abaissés de telle sorte que l'idée de punition, la logique de punition est peut-être ici amoindrie, et donc l'effet dissuasif pour les employeurs, l'effet dissuasif de la violation de la règle peut-être aussi. Je reviens sur le système de sanctions de 73. On avait dans ce système 2 logiques entrecroisées. Une logique de sanction-punition de l'employeur, je l'ai dit, pour l'illégalité commise, et une logique de réparation du préjudice subi. La première logique avait conduit à l'instauration d'un plancher. Un plancher d'indemnisation dont le montant avait été recherché, on avait débattu du bon montant, le montant a été recherché, a été fixé en recherchant un effet dissuasif pour l'employeur. L'employeur devait être dissuadé de violer la règle. Donc on avait fixé à 6 mois, alors ce n'était pas un montant en l'air, on avait fixé à 6 mois parce que c'était à l'époque la durée moyenne du chômage. Et comme c'était la durée moyenne du chômage, c'était finalement le temps où le salarié était à la charge de la collectivité. Donc on avait bien cette idée de punition, elle était très présente. Et par ailleurs, le juge était invité, puisque c'était un plancher minimum, à réparer intégralement le préjudice subi par le salarié, qui devait en faire la démonstration s'il excédait 6 mois de salaire. Donc ça, c'était la logique réparation. Donc on avait la logique punition, la logique réparation, le tout entrecroisé. Alors évidemment, le système aujourd'hui, je l'ai dit, est modifié dans ces 2 piliers. Il y a toujours des planchers d'indemnisation. Ils restent. Et on pourrait même dire, ah bah oui, ils ont été étendus. C'est vrai qu'ils se retrouvent dès 1 an d'ancienneté, et quelle que soit la taille de l'entreprise, on a un plancher.
Pour autant, quand on regarde les montants, qui varient de 0,5 à 3 mois de salaire, il est difficile de ne pas considérer que l'effet dissuasif n'y est plus. Ou alors, si on a un effet dissuasif, c'est toujours ce frein à l'embauche. On ne cherche plus à dissuader de violer la règle, on cherche à ne pas dissuader l'embauche. Il y a un glissement, vous le conviendrez. Alors ça, c'est la première rupture avec la logique de punition, et puis il y a l'autre, avec la logique de réparation. Terminée, la réparation intégrale du préjudice subi. Le plafond s'impose, quand bien même le salarié pourrait faire la démonstration d'un préjudice beaucoup plus conséquent. Alors le changement est d'importance puisqu'en 1973, je le répète, le choix avait été fait d'instaurer une action spéciale pour le salarié licencié illégitimement, qui écartait le droit commun de la responsabilité civile. Mais le principe de la réparation intégrale du préjudice subi gouvernait cette action. Et lorsque le plancher n'était pas applicable, c'était ce principe qui trouvait à s'appliquer, mais il trouvait aussi à s'appliquer lorsque le plancher n'épuisait pas le préjudice réellement subi par le salarié. Et donc surgit une question qui est déjà venue ce matin, et ça va me permettre d'aller assez vite sur la question. Est-ce que ce principe de la réparation intégrale du préjudice subi peut être rayé d'un trait de plume? Est-ce qu'il ne peut pas trouver le renfort de normes supérieures et ouvrir la voie à une remise en cause du barème? Alors tout le monde ici a entendu parler de cet excellent article de Jean Mouly, dont je vous invite évidemment à lire le détail dans le numéro de Droit social de septembre 2017, comme ça voilà, la référence est placée. Eh bien, c'est vrai que après avoir passé en revue toutes les normes envisageables, normes supranationales envisageables, l'auteur explore une piste qui lui paraît porteuse d'un avenir contentieux, celle de la Charte sociale révisée et de son article 24, qui reconnaît le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou une autre réparation appropriée. Alors, il s'appuie sur la jurisprudence du Conseil d'État sur l'invocabilité directe de la charte, il s'appuie sur cette décision récente qui a été évoquée ce matin du Comité européen des droits sociaux. L'argumentaire est convaincant, je vous invite vraiment à le lire, je n'ai pas le temps de le développer, mais finalement, on saura peut-être très prochainement quelle est la portée contentieuse de cette analyse, puisque un recours a été déposé devant le Conseil d'État en excès de pouvoir contre l'ordonnance portant barémisation des indemnités prud'homales, en s'appuyant précisément sur l'argumentaire de Jean Mouly. Donc, j'en resterai là sur ce point. Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi n'a peut-être pas encore rendu son dernier souffle. Alors, il me reste à parler de l'autre changement qui m'interpelle, au-delà, j'allais dire, finalement, d'un changement des fonctions, de la règle de sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse, on a un changement aussi au niveau de l'office du juge, le gardien du respect des droits qu'est le juge. L'impact de la barémisation sur le juge et peut-être plus largement sur le contentieux prud'homal. Alors, sur l'office du juge, très rapidement, on avait un système de réparation qui reposait sur la réparation intégrale du préjudice subi, et donc, du coup, ce système conduisait à abandonner au juge du fond l'essentiel des questions relatives à l'indemnisation des dommages. Le juge était le maître de l'évaluation du préjudice, sous réserve, d'une part, de respecter le plancher, lorsqu'il était applicable, et de motiver sa décision en faisant état des éléments qui avaient guidé l'évaluation. Alors, il y avait une série d'éléments qui étaient, j'allais dire, utilisés par l'ensemble des juges. Alors, désormais, l'office du juge est beaucoup plus borné. Il y a 2 limites impératives, un écart autorisé qui, dans les premières années, je l'ai dit, est plutôt limité. En plus, au-delà même, j'allais dire, de ces bornes et de la fourchette, on donne des conseils au juge, ou en tout cas une invitation qui, moi, m'a surprise, puisque le juge, dans son évaluation, est désormais donc juste pour la fourchette, parfois c'est 0,5 mois de salaire, donc juste pour la fourchette, l'enjeu est là, l'évaluation l'évaluation peut tenir compte du montant de l'indemnité de licenciement allouée par l'employeur ou accordée judiciairement. Dit autrement, pour évaluer le préjudice dans la fourchette, il s'agira de tenir compte de l'indemnité de licenciement que le salarié a reçue, soit parce qu'elle lui a été versée par l'employeur, soit parce que le juge a condamné l'employeur à la verser. Alors, cette faculté, pour moi,
constitue un véritable mélange des genres. L'indemnité de licenciement, si on revient sur le pourquoi de l'indemnité de licenciement, sa fonction, on est sur la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur. Ça a été présenté comme le prix à payer pour qu'il puisse exercer son droit, par ailleurs conditionné par l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Donc on a l'indemnité de licenciement qui peut lui aussi être présentée comme une condition pour que l'employeur exerce son droit de résiliation unilatérale du contrat. À partir de là, faire d'une condition, ou plutôt faire d'une condition du droit de licencier un élément d'appréciation de la sanction d'une autre condition du droit de licencier, ça me paraît être quand même un mélange des genres. En plus, je ne vois pas où est le gage de prévisibilité. Pour moi, ce que je vois surtout, c'est le souci d'alléger la facture finale pour l'entreprise. Vous m'en voudrez pas de ne pas en dire plus. À partir de là, et pour conclure, et là tout le monde sourit, un dernier point sur le visage du contentieux à venir. Il va de soi qu'on allège la facture finale, peut-être qu'on cherche aussi quelque part où, si on ne le cherche pas, ça pourrait être vu comme un effet pervers, à décourager certains salariés de se tourner vers le judiciaire. Une diminution du nombre de saisines prud'homales pourrait bien être l'un des effets collatéraux de la barémisation. À titre d'illustration, un salarié qui compte moins d'un an d'ancienneté et qui ne peut à présent escompter qu'un mois de salaire tout au plus, est-ce qu'il sera enclin à aller contester son licenciement, surtout s'il doit engager des frais pour assurer sa défense ? On peut aussi imaginer que sur la base d'une feuille de route aussi précise que celle qui a été livrée, peut-être que la négociation pourrait prendre le pas sur le procès dans certaines situations. Hein, ne dit-on pas qu'une bonne négociation ne vaut-il pas mieux qu'un mauvais procès? À partir de là, on peut penser qu'en nombre, le contentieux va baisser, mais il est possible aussi que des contentieux naissent sur de nouveaux sujets afin d'échapper au barème. Évidemment, il n'est guère douteux que privés du plancher de réparation qui leur était jusque-là promis, les salariés et leurs défenseurs vont être davantage tentés d'aller explorer la piste des licenciements nuls, qui leur permettrait de ne pas être tenus par le barème. Il est tout aussi prévisible qu'à l'occasion des saisines à venir, ces mêmes salariés et leurs conseils vont s'attacher à rechercher minutieusement quels ont été tous les manquements de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail, pour faire des demandes, non pas au titre de la rupture du contrat, mais au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail. Ce qui veut dire que peut-être, mais ce n'est que de la jurisfiction, les dossiers contentieux à venir seront moins importants en nombre, mais plus conséquents en termes d'enjeux financiers, de volume de pièces et de technicité. De là à dire que ça pourrait en plus allonger les délais. Bien sûr, tout ça, ce n'est pas l'effet recherché par les auteurs de l'ordonnance, mais attention, mon final, je l'aime beaucoup, peut-on tout prévoir le temps d'un été en petit comité ? Bien, merci beaucoup donc, pour cette belle étude qui nous a permis donc, de réfléchir au changement de fonction de la règle, au changement de fonction de l'office du juge, et qui nous conduit aussi à envisager peut-être de nouvelles perspectives.